Messieurs les présidents, chers collègues, merci d'abord à la commission scientifique de m'avoir permis de présenter ce document, fruit du travail de la commission d'éthique, on l'a déjà évoqué, qui nous a pris à peu près 2 ans pour l'élaboration et la finalisation. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi rédiger des directives anticipées? C'est avant tout une démarche qui doit être une démarche personnelle, qui sera une démarche qu'on espère utile, une démarche qui est souvent difficile et une démarche qui doit être partagée et surtout doit être accompagnée, on l'a déjà évoqué. L'intérêt de rédiger ces directives anticipées et de leur nouvelle mouture, on va dire, est issu du rapport de mission Claes-Leonetti, à peu près 10 ans après la loi Princeps, qui mettait en évidence que les directives telles qu'elles avaient été pensées et élaborées ne permettaient pas le respect de la volonté du patient chez près de 2 patients sur 3 en fin de vie, patients qui souhaitaient être entendus, c'est-à-dire qu'on respecte les volontés, leur volonté pour la fin de vie, et mettait également l'accent sur un problème d'organisation du recueil et de la prise en compte de ces directives anticipées, ce qui allait aboutir au caractère contraignant qu'on connaît maintenant dans la loi de 2016. Alors c'est avant tout une démarche utile pour le patient. Elle lui permet d'exprimer et de formaliser ses souhaits et ses volontés sur les décisions médicales pour sa fin de vie, à la fois pour les prises en charge lourdes, mais aussi pour les traitements d'accompagnement et pour les mesures de prise en charge générale dont il pourrait bénéficier. C'est aussi lui permettre d'éviter, ou bien au contraire parfois, de légitimer l'obstination thérapeutique qui n'est pas toujours déraisonnable, parce que ce caractère déraisonnable doit s'appuyer sur des critères qui sont le plus souvent subjectifs et personnels aux malades, parfois différemment d'aux soignants. C'est également une démarche utile puisqu'elle permet de respecter l'autonomie du patient, qui est un des 4 piliers des principes de l'éthique clinique. Et c'est l'occasion d'un dialogue avec le médecin, mais aussi un dialogue avec les proches, on l'a évoqué dans les discussions précédentes, dialogue sur les volontés, sur les valeurs. Ça peut être l'occasion pour un patient, en parlant de sa mort, d'évoquer sa vie et d'évoquer les difficultés. Et parler de sa mort avec ses proches, c'est peut-être aussi parfois leur permettre d'anticiper la tristesse et le deuil qu'ils vont sûrement exprimer. C'est une démarche qui va être utile pour les proches. Elle va permettre habituellement de diminuer la charge émotionnelle qui peut aller de la simple anxiété jusqu'au réel stress post-traumatique. Diminuer cette charge émotionnelle en leur permettant de se décharger d'une possible culpabilité qu'ils pourraient avoir en donnant des arguments qui serviraient à une limitation thérapeutique ou à un arrêt thérapeutique. Ça va permettre également d'épargner des difficultés parce que il s'avère, notamment dans le travail de Pochard, qui est déjà ancien, que les proches ne sont pas toujours en adéquation avec les réelles volontés du patient et ce qu'ils vont rapporter comme étant ce qu'aurait voulu le patient. Il y a parfois un delta avec les réelles préférences des patients. C'est une démarche utile aussi pour le médecin et pour les soignants en général, parce qu'elle va permettre de clarifier la relation. Ceci étant dit, elle ne semble pas améliorer la communication médecin-malade. Elle va faciliter la prise en charge, puisque rares sont les patients qui sont en pleine conscience et en pleine capacité, lors de leur admission en urgence ou en réanimation, d'exprimer ce qu'ils souhaiteront pour leur prise en charge ultérieure. Ceci étant dit, cette prise en charge facilitée ne réduit pas les conflits dont on sait qu'ils sont fréquemment liés à un décalage de perception sur le pronostic ou sur l'utilité de telle ou telle prise en charge. Alors, ces démarches sont désormais contraignantes, mais attention, elles ne sont contraignantes que pour la partie médicale des directives anticipées et non pas pour les mesures d'accompagnement non médicales. Les 2 exceptions prévues par la loi ont déjà été évoquées par Jean-Philippe tout à l'heure sur le contexte de l'urgence et ce qui va introduire la notion d'une réanimation d'attente possible et sur le caractère inapproprié qui va nécessiter le recours à un 2e avis médical pour confirmer ce caractère inapproprié.
C'est une démarche personnelle. Personnelle parce qu'elle peut être faite, elle doit être faite à n'importe quel moment de la vie, qu'on soit en bonne santé, c'est-à-dire en prévoyant ce qui pourrait arriver sous forme d'un accident aigu grave, d'un traumatisme, etc., ou au cours d'une maladie grave, d'un handicap, d'une maladie chronique. Elle peut également être initiée par une expérience de réanimation, soit expérience personnelle de réanimation, soit un proche admis dans ces unités, soit éventuellement par l'expérience de sa vie professionnelle en tant que soignant, notamment dans un service de réanimation. Elles sont valables sans limite de temps et elles sont modifiables ou annulables à tout moment. Le contenu est bien évidemment confidentiel et personnel et seul le médecin en charge du patient ou la personne de confiance éventuellement pourra avoir accès à ces données si la situation d'inaptitude du patient survient au cours de sa prise en charge. C'est une démarche difficile parce qu'il y a de très nombreuses barrières à la rédaction de directives anticipées, soit des barrières techniques, on va dire, hein, c'est difficulté à l'accès à l'information, ou des barrières psychologiques, réticence des patients, facteurs culturels, difficulté à envisager le palliatif, mais ça peut être aussi un manque de confiance dans la procédure des directives anticipées. Alors ces barrières sont à l'origine de multiples résistances. C'est trop tôt pour que je fasse mes directives anticipées, je ne suis pas en situation, je ne vais pas penser à ça. C'est trop compliqué, il y a beaucoup trop de choses à envisager s'il m'arrive quelque chose alors que là je suis en bonne santé. Certains peuvent les considérer comme dangereuses, c'est-à-dire si je change d'avis au dernier moment, comment je vais le faire savoir, voire inutile, puis ça reste un sujet tabou, comme toute réticence à parler de sa propre mort. Ça peut même être angoissant et c'est tout l'intérêt et la nécessité d'un accompagnement. Alors l'accompagnement peut se faire par le médecin généraliste ou le spécialiste qui prend en charge le patient. Ça va permettre de réduire la part d'angoisse qui pourrait être liée à la rédaction de ces directives, et ça permet aussi et surtout les conseils et les explications. Alors les explications du médecin vis-à-vis des techniques possibles en cas de prise en charge de réanimation, mais aussi dans l'autre sens, les explications du patient qui va pouvoir expliquer, justifier, sans que ce soit vraiment une justification, mais pouvoir expliquer pourquoi il choisit de ne pas ou choisit d'avoir la mise en route des techniques de suppléance, par exemple. Le réanimateur, on l'avait évoqué tout à l'heure, eh bien, il peut être impliqué aussi dans le conseil aux directives anticipées, soit à la sortie de l'unité de réanimation, soit à l'occasion d'une consultation post-réanimation, soit dans le cadre d'un avis donné bien en amont de la réanimation, dans une prise en charge multidisciplinaire d'une maladie chronique. Ça a été évoqué dans la discussion aussi tout à l'heure. La démarche accompagnée, elle peut être aussi par la personne de confiance ou par les proches, et voire même par des associations. Et je rappelle juste ici que si la personne n'est pas capable de décrire personnellement ces directives anticipées, deux témoins doivent co-signer le contenu de ce document. C'est une démarche qui doit être enfin partagée. L'existence des directives anticipées doit être connue. Elle doit être connue du médecin traitant, elle doit être connue des proches. Elle doit être connue pour pouvoir être accessible. Être accessible dans le dossier médical, c'est le minimum, je dirais, ou le dossier infirmier. Dans le dossier médical partagé informatique, s'il existe. Et puis elle doit être accessible aussi par les proches et par la personne de confiance qui doivent pouvoir les fournir à l'équipe soignante, le cas échéant. Dans le projet initial, était prévu que ces directives anticipées soient accessibles par le biais de la carte vitale ou dans un registre national, mais les difficultés techniques et logistiques font que pour l'instant, ça reste lettre morte. Comment les rédiger? Eh bien, d'abord, quel document? Un document, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, que Jean l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas la bonne façon de faire, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que l'acharnement? Jusqu'où peut-on considérer que c'est un acharnement thérapeutique ou pas? Donc ça reste très très subjectif et absolument pas informatif pour le médecin qui va prendre en charge. Il ne faut pas se limiter non plus à des consignes de non-réanimation, ni utiliser n'importe quel document. Jean vous a montré quelques exemples tout à l'heure, mais il y a aussi des bracelets qui n'ont aucun fondement juridique pour être référents. Il faut aussi que ce document soit compréhensible.
n'est-ce pas? Et le document doit comporter le nom, le prénom, la date de naissance doit être datée et signée. Et comme ici, c'est 2 témoins qui ont signé, puisque la personne ne les a pas rédigés de sa propre main. C'est un document qui, en France, doit être gratuit, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de documents types qui existent, mais ce sont des documents généralistes. Je ne reviendrai pas sur ce que Jean vous a montré tout à l'heure sur le document de l'HAS, celui de la Société d'accompagnement et des soins palliatifs. Il y a certains documents qui sont un peu trop volumineux, 21 pages, c'est difficile à remplir, mais c'est aussi difficile à lire quand on en a besoin. Et puis, il y a de nombreux documents types qui ont été élaborés, soit par des établissements pour personnes âgées, soit par des centres hospitaliers, soit par des hôpitaux avec l'association de l'assurance maladie, comme à l'hôpital de Roubaix, par exemple. Et puis il y a des documents ciblés, celui de la Société suisse de néphrologie, par exemple, et puis il y a surtout le document qu'on vous présente ici, qui est celui qu'a élaboré la commission d'éthique, qui est disponible dans tous les bons villages de congressistes. Vous en avez de nombreux exemplaires. Alors la genèse de ce document, elle est née d'une réflexion sur les spécificités de la réanimation, notamment les traitements qui sont assez particuliers et invasifs, les séquelles possibles en sortie de réanimation, et puis on a également intégré les souhaits sur les conditions de fin de vie en termes de sédation, d'accompagnement spirituel ou physique, et on a intégré également les dons d'organes. À partir de là, un document test a été élaboré en 2 parties. D'une part, un formulaire à proprement parler, et d'autre part, le livret explicatif. Alors, ce document test a été évalué par 70 personnes, soignants et non-soignants, sous forme de questions ouvertes et fermées, à la fois sur la faisabilité, sur la clarté du document et sur les manques. À l'issue de l'analyse de ce mini-audit, eh bien, le formulaire définitif a été élaboré, qui contient 3 grandes rubriques. J'accepterai que les traitements suivants soient entrepris ou poursuivi pour moi, oui, non, je ne sais pas, ou sous certaines conditions. J'accepterai de vivre avec les séquelles suivantes, avec les mêmes items potentiels, et je souhaiterais que la fin de ma vie se déroule dans les conditions suivantes, où on intégrait les visites des familles, la présence d'un animal particulier, les soins corporels, le maquillage, etc. Le livret explicatif va reprendre des éléments concernant la rédaction, notamment avec les 5 points clés des directives anticipées. De quoi parlons-nous? Qui peut les rédiger? Comment les rédiger? Quand les rédiger? Et comment ces directives seront-elles prises en compte dans le service de réanimation? Particularité, nous avons également abordé le chapitre pédiatrique avec des directives. Alors certes, les enfants ne peuvent pas écrire, puisqu'ils sont mineurs, ne peuvent pas écrire leurs directives anticipées, mais ils peuvent quand même confier leurs souhaits quand ils sont notamment dans une prise en charge de maladies chroniques ou graves au long cours, avec une partie d'information pour les parents et une partie directement destinée à l'enfant. Et puis, enfin, dans ce document, eh bien, il y a quelques questions-réponses sur la réanimation, sur le post-réanimation et sur la fin de vie en réanimation, avec des explications. C'est un document qui est assez clair et assez succinct. En conclusion, c'est une démarche qui doit être volontaire. C'est l'occasion d'un questionnement sur ses valeurs, sur sa vie, sur sa mort aussi. C'est l'occasion d'un dialogue singulier avec le médecin, avec les proches. Il y a plusieurs modèles qui sont disponibles, mais il y a un seul modèle qui est orienté réanimation. Je vous remercie.